Le lieutenant Aaron expliqua à la maîtresse du salon de thé qu'il était là pour une autre raison. Pendant ce temps, les femmes du quartier des plaisirs se mirent à rougir en l'attendant patiemment. L'une des femmes s'approcha et lui caressa le bras, lui disant qu'elle serait ravie de lui offrir tout ce qu'il désirait. Elle ajouta qu'elle n'avait jamais vu le lieutenant dans les environs et lui demanda si c'était sa première visite. Si tel était le cas, pourquoi ne pas la suivre à l'étage où elle lui montrerait ce qu'il avait manqué, tout en rougissant de manière suggestive. Soudain, elle fut interrompue par la nièce du grand maréchal qui fit claquer son fouet, les séparant brusquement. La femme du quartier des plaisirs, confuse, se demandait ce qui se passait, mais Ray, la générale, lui interdit de toucher le lieutenant. Elle affirma que le grand maréchal attendait un invité important et qu'elle serait damnée si elle devait le chercher dans cette porcherie qu'elle osait appeler une chambre. Elle se tourna vers le lieutenant Aaron et lui ordonna de la suivre, précisant que le grand maréchal l'attendait. Pendant ce temps, la femme du quartier des plaisirs traita la générale de sorcière, soulignant qu'elle était toujours de mauvaise humeur. Une autre femme ajouta que ce n'était pas étonnant, se demandant si Ray s'était regardée dans le miroir récemment et quel genre d'homme poserait les yeux sur elle. Elle ajouta que même le maquillage ne pourrait jamais arranger la cicatrice sur son visage. Malgré les insultes, la générale Ray ne réagit pas et continua son chemin. Elle conduisit le lieutenant Aaron jusqu'à une chambre gardée par un soldat, puis annonça aux gardes que le lieutenant était arrivé. Celui-ci le laissa entrer. Le lieutenant Aaron ouvrit la porte et remarqua une femme qui ressemblait à la princesse Clove. Elle lui souhaita la bienvenue et lui disait qu'elle l'attendait. Au fond de la pièce, le grand maréchal déclara qu'il commençait à croire que le lieutenant ne viendrait jamais. Le grand maréchal expliqua au lieutenant qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Il précisa que la femme qui tenait ce salon de thé le connaissait depuis longtemps et que de nombreux soldats fréquentaient cet endroit, appréciant ses produits uniques. Il espérait que le lieutenant ne voyait aucun mal à cela. En voyant Aaron toujours aussi sérieux, il suggéra qu'il pourrait profiter de quelques rafraîchissements. Puis, se tournant vers la femme, il ajouta qu'il avait choisi cette femme spécialement pour lui. La femme, rougissante, baissa les yeux. Furieux, le lieutenant Aaron demanda ce que cela signifiait. Il voulait savoir si c'était un appât et si c'était ainsi que le grand maréchal envisageait une réunion. Il ajouta que, si c'était le cas, il pouvait oublier cette rencontre. Il se retourna, prêt à partir, mais la nièce du grand maréchal lui barra le chemin, lui disant de ne même pas y penser. Le lieutenant Aaron, exaspéré, lui demanda de s'écarter. Il précisa qu'il avait pour principe de ne jamais lever la main sur une femme, mais qu'il pourrait faire une exception dans son cas. Le grand maréchal demanda au lieutenant s'il avait compris ce qui avait mal tourné le jour de leur combat. « Prévisible », disait-il, ajoutant que c'était un thème qu'il pourrait utiliser. Il se servit un verre d'alcool et ajouta qu'en dépit de son âge, il était familier avec les techniques de combat du clan Azur. Il pensait que les choses auraient évolué depuis la dernière fois qu'il s'y était rendu. Le lieutenant, intrigué, lui demanda alors que cela voulait dire que le général était un traître. Le grand maréchal changea d'humeur et demanda aux femmes de les laisser seules quelques minutes, soulignant que le lieutenant semblait d'humeur sombre. La nièce du grand maréchal et la femme du quartier des plaisirs s'en allèrent, fermant la porte derrière elles. Le grand maréchal s'approcha du lieutenant et lui demanda sérieusement s'il le considérait réellement comme un traître. Il suggéra au lieutenant qu'il ferait mieux d'apprendre la vraie signification de ce mot. Il ajouta qu'il ne laisserait pas sa loyauté être remise en question par un homme frustré qui n'a pas su dominer sa situation. Le lieutenant demanda au grand maréchal pourquoi il ne devrait pas remettre en question sa loyauté, surtout après avoir avoué avoir été entraîné par le clan azuré. Il ajouta que cela l'exaspérait de voir une personne comme lui occuper un poste aussi important. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, le grand maréchal compléta pour lui, suggérant qu'il voulait dire un sang mêlé ou un bulette. Le grand maréchal lui répondit qu'il pouvait s'exprimer librement, car il avait déjà tout entendu de la part de serpents bien plus venimeux. Il ajouta qu'il ne contestait pas ses titres, aussi beaux soient-ils. Après tout, la femme qui lui avait donné naissance n'avait pas eu son mot à dire lors de sa conception,
et l'homme qui avait pris cette décision pour elle était la raison pour laquelle il s'était engagé dans cette guerre. Il demanda ensuite au lieutenant s'il voulait savoir comment il était arrivé là. Il lui raconta qu'il avait rejoint l'armée pourpre dès qu'il en eut l'âge. Tous le traitaient de sang mêlé et le couvraient d'insultes. Le grand maréchal Raizo expliqua que les soldats pourpres le voyaient tous comme un ennemi et que, pour eux, la seule solution pour se débarrasser de lui était de l'envoyer dans ce qui aurait dû être une mission suicide. Le grand maréchal continua en expliquant que peu de soldats pouvaient se fondre dans l'armée ennemie. Mais pour la première fois, il avait l'avantage. Il s'était entraîné parmi les soldats céruléens et avait gagné leur confiance. Il avait appris des choses sur ses ennemis que personne d'autre n'aurait pu découvrir. À un moment donné, il était même tombé sur celui qui avait torturé sa mère pendant tant d'années. Il l'avait regardé dans les yeux, mais l'homme ne savait pas qui il était, ou plutôt, il ne l'avait pas reconnu. Peu importait. Il avait eu ce qu'il méritait. À son retour, il avait été promu de nombreuses fois et avait rapidement gravi les échelons de l'armée pourpre. Il avait non seulement prouvé ses compétences au combat, mais également démontré sa fidélité inébranlable. À cette époque, le royaume était gouverné par l'ancien dragon pourpre, un dirigeant redouté et impitoyable, doté d'une force élémentaire. Mais, comme tout homme, il avait une faiblesse. Le grand maréchal faisait partie des quelques hommes choisis par l'ancien dragon pour protéger ceux qui étaient son plus grand trésor, sa fille. Pendant ce temps au palais, la princesse Caris vint voir l'impératrice. Elle ouvrit la porte et vit l'impératrice endormie. Triste, elle se retira et attendit au balcon. Laissant échapper un soupir, elle disait que, peu importe combien les années passaient, elle était toujours médusée en la voyant ainsi. Les larmes aux yeux, elle se demandait pourquoi elle n'avait pas réussi à l'accepter, pourquoi elle continuait à s'accrocher. Soudain, elle entendit quelqu'un l'appeler. C'était le capitaine Nouren qui faisait sa ronde de nuit. Il vit la princesse Caris, se rapprocha d'elle et lui disait qu'il ne s'attendait pas à la voir à une heure si tardive. Il exprima ses profonds regrets pour ce qui était arrivé à l'impératrice, disant qu'il ne pouvait imaginer ce qu'elle devait endurer en ce moment. La princesse Caris, visiblement de mauvaise humeur, demanda au capitaine de partir sur le champ. Surpris par la colère dans son regard et les larmes qui brillaient dans ses yeux, il hésita. Elle insista, lui ordonnant de s'en aller immédiatement. La princesse Caris disait au capitaine Nouren qu'elle souhaitait être seule et que le clan azuré partirait le lendemain. Elle lui suggéra de préparer ses affaires pour le départ. Le capitaine s'approcha d'elle et lui assura qu'il le ferait, mais qu'il souhaitait d'abord profiter de cette magnifique vue en sa compagnie. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'auberge qui faisait également office de salon de thé, un client un peu ivre se faisait indiquer son chemin par l'une des femmes du quartier de plaisir. La femme lui proposait de venir avec elle, mais il se dirigeait vers le couloir où la générale de l'armée pourpre attendait près de la porte, tandis que le grand maréchal conversait avec le lieutenant Aaron. Le client s'approcha de la générale et commençait à lui faire des avances, prétendant avoir eu la chance de poser les yeux sur elle avant que cette catin ne l'ait entraîné dans sa tanière. La générale lui rétorqua qu'il devrait plutôt remercier cette pauvre fille, car il n'y avait rien de plus révoltant qu'un homme ivre aux pensées lubriques. Elle lui répondit qu'elle était désolée de le décevoir, mais elle ne travaillait pas dans le salon. L'homme insistait, affirmant que pour la somme qu'il était prêt à payer, il était certain de pouvoir dompter une tigresse comme elle, et ajouta qu'il se doutait que quelqu'un d'autre trouve son visage marqué très attirant tout en lui caressant les jambes. Au même moment, à l'intérieur, le lieutenant Aaron était surpris d'apprendre que l'ancien dragon pourpre avait choisi le grand maréchal pour protéger l'actuelle impératrice, sa fille. Le grand maréchal racontait que ce fut le plus grand honneur qu'il avait jamais reçu. Il parlait de l'impératrice et disait qu'à l'époque, il n'en croyait pas ses yeux. Il se demandait comment une personne si délicate et si belle pouvait exercer un tel pouvoir. Il affirmait qu'à cet égard, elle était aussi forte et aussi féroce que l'ancien dragon lui-même. Mais comme lui, elle avait aussi une faiblesse. L'homme qu'elle avait choisi était l'un de ses camarades, un ami qu'il respectait encore aujourd'hui. Mais malheureusement,
cet homme n'avait vécu que suffisamment longtemps pour voir la naissance de ses 2 fils et de sa fille. Le grand maréchal expliquait que c'était à ce moment-là qu'il avait réalisé combien les dragons aussi étaient vulnérables et qu'il était facile de les anéantir. Le lieutenant Aaron, curieux, lui demanda pourquoi il lui révélait tout cela. Le grand maréchal répondit que cela concernait directement la précieuse princesse. Il ajouta que le malaise de l'impératrice n'était pas une surprise et que son état de santé n'était qu'une question de temps avant de devenir public. Il soulignait qu'il n'y avait aucun antécédent naturel à sa condition physique résultant de la présence de traîtres infiltrés dans le palais. Avec la mort de l'ancien dragon et les troupes limitées, le royaume était devenu hors de contrôle. Lors de nombreuses rondes, il avait pris connaissance de ces problèmes le long de la périphérie du royaume. Il expliquait qu'au début, les attaques se limitaient à des soulèvements de pauvres paysans ou à des gangs de voleurs plus intéressés par le vin que par autre chose. Cependant, les récentes attaques étaient devenues beaucoup plus organisées et il craignait que le nombre de dissidents n'ait augmenté. Il ajoutait que la servante capturée la nuit de l'attaque s'était révélée utile. Originaire d'un village de la périphérie nord du royaume, elle avait fourni des informations précieuses. Il soupçonnait que les individus qui l'avaient recruté opéraient également dans cette zone. En mobilisant suffisamment de troupes dans cette région, il était convaincu de pouvoir les trouver et les écraser. Le lieutenant Aaron lui faisait remarquer que cette zone se trouvait près de la frontière. Le grand maréchal reconnaissait que cette nouvelle alliance compliquait la situation et qu'il serait difficile de rassembler un nombre suffisant d'hommes sans éveiller les soupçons. Il se rapprochait du lieutenant et ajoutait que peu d'hommes étaient aussi forts que lui au combat. Il soulignait que le lieutenant connaissait bien les capacités de ses ennemis et que s'ils se joignaient à lui, personne ne remettrait en question leur mission. Le lieutenant Aaron refusait l'offre, demandant au grand maréchal s'il le prenait pour un imbécile et pourquoi il lui accorderait son aide pour mener ses armées jusqu'à la frontière sans autre raison que des spéculations. Il lui reprochait de l'avoir convoqué sous prétexte de protéger la princesse. Il lui confia qu'il n'avait jamais eu le moindre indice concernant la localisation des assassins, encore moins leur identité. Il ajouta que c'était une perte de temps. Soudain, ils entendirent tous deux du bruit à l'extérieur. Le lieutenant Aaron se précipita dehors et vit la générale frapper un homme et le mettre à terre. Elle lui attrapa son col, ajoutant qu'elle espérait qu'il avait compris et que des gens comme lui ne méritaient pas de la toucher. Le lieutenant Aaron l'arrêta, lui faisant remarquer que l'homme était déjà inconscient et qu'un coup de plus pourrait lui être fatal. La générale, furieuse, traitait le lieutenant Aaron de sang bleu et l'avertit de s'occuper de ses affaires, sinon il finirait comme l'homme à terre. Ils furent tous les deux interrompus par la maîtresse du salon de thé qui arrivait sur les lieux et criait après la générale, lui demandant comment elle osait lever la main sur l'un de ses clients. Elle ajouta qu'elle ne voulait plus jamais voir sa tête dans son salon de thé. La générale répondit que cet homme avait eu ce qu'il méritait, jurant qu'elle ne remettrait plus les pieds dans cette porcherie. Le grand maréchal rappela au lieutenant Aaron qu'ils n'avaient pas encore terminé leur discussion. Aaron rétorqua que si, et lui annonça que le seigneur Arcos et la garde céruléenne allaient partir à l'aube, il était donc temps pour lui de rentrer préparer ses affaires. Le grand maréchal souligna qu'ils savaient tous les deux qu'il n'avait rien qui l'attendait là-bas et qu'il gaspillait son talent. Aaron répondit qu'il en était conscient, mais qu'il ne lui restait rien ici non plus. Le prince Kiro, en plein rêve, se retrouvait en présence de son dragon et ressentait une douleur à l'épaule. Il demanda à son dragon ce qui se passait. Le dragon lui répondit en lui rappelant qu'il l'avait mis en garde. C'était ce qui arrivait quand on sous-estimait la bête azurée. Le dragon lui disait d'arrêter de pleurnicher maintenant qu'il avait obtenu ce qu'il voulait et lui expliquait que maintenant qu'il avait réussi à sauver le réceptacle, il ne devait pas oublier que l'un d'eux devra porter ce fardeau. Le prince Kiro se réveilla brusquement et remarqua que le soleil était déjà levé. Il se demandait de quoi parlait son dragon en mentionnant le poids d'un fardeau. Il remarqua que sa blessure lui faisait moins mal que dans ses souvenirs et les marques de dragon sur son corps ne semblaient pas différentes. Il commença à réfléchir à tout cela. Pendant ce temps, dans la cour du palais, un soldat de la garde azurée informa le seigneur Arcos que les préparatifs de leur départ étaient presque terminés.
Il expliquait que quelques hommes avaient encore besoin de temps pour ranger leurs affaires, disant que seul Dieu savait quand ils avaient trouvé le temps de s'acheter des babioles. Malgré cela, il serait dans les temps, et il était certain qu'il partirait à l'heure. Le seigneur Arcos acquiesça et regardait en direction des princesses Clove et Caris, qui disaient au revoir au capitaine Nouren. Ce dernier demandait à la princesse Clove de prendre soin d'elle, avouant qu'il n'aurait jamais pensé que ce serait si frustrant de quitter le palais, même s'il ne pouvait pas dire qu'il ne s'y attendait pas. La princesse Clove répondit au capitaine Nouren qu'elle ne savait pas comment le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Elle ajouta que cela pourrait paraître stupide, mais elle n'arrivait pas à imaginer l'avenir sans lui. Le capitaine Nouren expliqua que les ordres étaient les ordres, et en regardant la princesse Caris, il déclarait que c'était vraiment dommage qu'à ce palais commençait à lui plaire. La princesse Clove, désolée de devoir écourter leurs adieux, demanda au capitaine s'il pouvait lui accorder quelques minutes, car elle avait quelque chose à faire. Il accepta. Ainsi, elle se dirigea vers le lieutenant Aaron et demanda s'il comptait vraiment partir sans lui dire au revoir. Elle lui avoua que leur relation avait été tendue ces dernières semaines, mais elle tenait à lui souhaiter un bon voyage. Après tout, ce qu'ils avaient enduré ensemble, elle détesterait se séparer de lui sans un adieu. Aaron répondit qu'il n'osait même pas y penser. Comme elle l'avait dit, ils étaient amis depuis des années et rien ne pourrait changer cela. Mais il lui devait aussi des excuses. Il avoua qu'il lui avait causé des ennuis ces dernières semaines, alors qu'il aurait dû veiller sur elle. Il lui souhaitait de trouver le bonheur, car il ne connaissait personne qui le méritait plus qu'elle. Cependant, il savait que cela n'aurait jamais pu arriver tant que son peuple souffrait, avant qu'elle ne comprenne cette autre partie d'elle-même. Il se souvenait du prince Kiro qui lui avait sauvé la vie, et bien qu'il ne l'aurait jamais cru, il lui disait que le prince Kiro se souciait d'elle et que si quelqu'un était bien capable de l'aider à percer le mystère de ses pouvoirs et des dragons, c'était lui. Le lieutenant Aaron fut interrompu par le rugissement d'un dragon qui passait dans les airs près d'eux et fonçait droit sur la princesse. Les soldats de la garde azurée s'exclamèrent et crièrent à la princesse de faire attention. Quand le dragon se rapprochait de la princesse, il se mit à sourire puis se transmuta. C'était le prince Kiro. Il salua ainsi sa bien-aimée, mais la princesse le traita de frimeur, lui reprochant son retard et disant qu'elle commençait à se demander s'il viendrait vraiment. Le prince Kiro remarqua le lieutenant Aaron qui lui lançait un regard maussade. Le seigneur Arcos s'approchait d'eux et commentait son entrée. Il disait au prince qu'il semblait avoir décidé de leur faire 16 adieux après tout. Le prince Kiro répondit en présentant ses excuses au seigneur Arcos. Il savait que l'atmosphère était tendue depuis les événements de la veille. Néanmoins, il tenait à le remercier de lui avoir accordé sa confiance pour diriger son peuple et protéger sa nièce en ces temps difficiles. Le seigneur Arcos répliquait qu'il ne devait pas interpréter son silence comme une marque de confiance en son autorité. Il disait que les anciens et lui-même avaient discuté de l'incident perfide dont ils avaient été témoins la veille. Bien qu'il ne puisse ignorer la faille qui avait failli coûter la vie à sa nièce, la princesse avait convaincu le conseil de passer outre cette transgression et de rentrer sereinement, à condition que les deux dragons rendent visite au clan Azur dans les mois à venir. Le prince Kiro lui donna sa parole. Le seigneur Arcos acquiesça et se tourna vers la princesse, lui disant qu'il avait quelque chose pour elle. Il lui tendit une petite boîte en expliquant qu'elle contenait le mélange de thé de sa défunte mère. Il expliquait que les feuilles et les fleurs avaient été cueillies chez eux par le peuple pour elle, et même si ce n'était pas grand-chose, il espérait que ce petit cadeau suffirait à la réconforter si jamais elle ressentait le mal du pays. Elle prit la boîte et disait à son oncle qu'il allait lui manquer avant de l'enlacer. Il répondit qu'elle lui manquerait aussi et lui demandait de prendre soin d'elle. Il montait alors sur son cheval et donna le signal de départ aux soldats. La princesse, d'un air triste, les regardait s'éloigner. Le prince Kiro, remarquant sa tristesse, lui demanda ce qui n'allait pas. Elle répondit qu'ils avaient tous été à ses côtés pendant si longtemps qu'elle n'aurait jamais pensé devoir leur dire adieu.
Il passait un bras autour de ses épaules et la serra contre lui, lui assurant que ce n'était pas un adieu et qu'elle allait les revoir. Il lui en faisait la promesse. Le lieutenant Aaron, observant la scène, monta sur son cheval. Il était sur le point de partir quand un cheval s'arrêta devant lui. Le seigneur Arcos ordonna aux soldats d'avancer, mais ce dernier n'obéissait pas. Les princesses Caris et Clove furent surprises de voir de quel soldat il s'agissait. Le seigneur Arcos demanda au soldat ce qu'il croyait faire. Celui-ci descendit de son cheval. C'était le capitaine Nouren. Le seigneur Arcos demandait ce que cela signifiait et ce que le capitaine croyait faire. Il lui demandait s'il avait perdu l'esprit et s'il avait une bonne raison de retarder les troupes. La princesse Clove accourut, demandant à son oncle ce qui se passait. Elle interrogea également le capitaine Nouren sur ceux qui n'allaient pas, mais il resta silencieux. Finalement, le capitaine Nouren prit la parole et disait au seigneur Arcos qu'il n'avait aucune excuse pour son comportement irréfléchi. Il avoua que ce dilemme le tourmentait depuis un certain temps, mais la réponse lui était apparue durant ces derniers moments. Il avait réalisé qu'il ne pouvait pas se résigner à partir. Le seigneur Arcos n'en revenait pas et fut surpris qu'une telle décision vienne du capitaine en personne. Le capitaine Nouren continua en expliquant que la garde céruléenne avait été formée pour protéger les dragons. 6 hommes et lui avaient prêté serment d'allégeance à cette cause. Cependant, ils considéraient sincèrement leurs actions pour protéger la princesse la nuit de l'attaque comme un échec. Il avait entendu parler d'hommes qui ne reculeraient devant rien pour anéantir les dragons et qu'ils étaient toujours présents. De plus, connaissant l'état de santé de l'impératrice pourpre, il ne pouvait s'empêcher de penser que demander à la garde de quitter la princesse serait une décision insensée et imprudente. Pendant qu'il parlait, un ancien s'approchait du seigneur Arcos et exprimait que le capitaine donnait voix aux inquiétudes des anciens. Arcos demanda le silence, précisant qu'il avait bien entendu le capitaine, mais qu'ils avaient déjà abordé ses préoccupations. L'ancien répliqua en affirmant que la situation pouvait encore s'avérer être dangereuse pour la princesse. Le lieutenant Aaron intervint et prenait la parole, soulignant que le capitaine Nouren n'était pas un homme à contester les ordres. Il disait que ses actions reflétaient les inquiétudes de tous. Le seigneur Arcos se rapprocha du capitaine Nouren et déclarait qu'il respectait son dévouement envers la princesse. Il lui assura que les anciens et lui avaient longuement discuté de ce problème. Néanmoins, la réalité imposait qu'il n'avait pas le dernier mot sur cette décision. Il lui rappela qu'il n'appartenait pas à ce royaume et que leur présence avait toujours été temporaire. Maintenant que la princesse était mariée, le traité ne leur permettait pas de rester sur ces terres. La princesse Caris les interrompit, disant au seigneur Arcos qu'elle pensait que seul le capitaine était agité. Mais il était clair que les anciens n'avaient pas non plus confiance concernant la sécurité de la princesse. Puisqu'ils insistaient, elle supposait que si la garde céruléenne pouvait rester un peu plus longtemps, cela apaiserait les esprits de tout le monde. Le prince Kiro interrompit la prise de décision de la princesse et s'adressa au capitaine Nouren, s'excusant auprès de lui, mais rappelant qu'il se souvenait avoir entendu de lui et ses hommes affirmer par le passé qu'ils n'accepteraient aucun ordre venant d'un dragon pourpre. Plus inquiétant encore, il ne pouvait ignorer le fait qu'il n'avait pas réussi à protéger la princesse. Il voulait donc savoir pourquoi il devrait lui permettre de rester dans ce royaume. Le capitaine Nouren répondit qu'il avait l'intention de se racheter, qu'il donnerait volontiers sa vie pour préserver la longévité des dragons, même s'ils étaient pourpres. Le prince Kiro sourit et lui demanda si tous ces hommes partageaient ce sentiment. Le capitaine Nouren répondit qu'il ne pouvait pas forcer ces hommes à le suivre si ces derniers souhaitaient rentrer. Cependant, comme lui, ils étaient liés à leur devoir par un serment sacré, et ils le suivront. Il posa un genou à terre devant le prince Kiro en signe de respect pour les dragons, et ces hommes firent de même. Le lieutenant Aaron hésita un instant, regarda la princesse Clove, puis posa également un genou à terre. Le prince Kiro, le seigneur Arcos et les princesses furent tous surpris de voir cette allégeance. Le prince Kiro souriait et disait au capitaine Nouren que, dorénavant, lui et ses soldats serviraient en tant que membres de la garde royale. Il ajouta que tant qu'il n'y aurait pas de doute sur leur loyauté,
ils auraient accès à toutes les ressources nécessaires et s'entraîneraient parmi les autres hommes. Mais il les avertit de ne pas trop se reposer sur leur laurier. S'ils faisaient une erreur, négligeaient leurs devoirs ou montraient la moindre déloyauté à son égard, le capitaine Nouren serait rétrogradé. Lui et ses troupes seraient rapidement renvoyés aux îles Céruléennes. Il demanda au capitaine s'il acceptait ces conditions. Nouren acquiesça et le remercia. Le prince lui disait qu'il pourrait le remercier seulement quand lui et ses soldats auraient inspecté toute l'enceinte du palais. Le capitaine Nouren, surpris, lui demanda s'il voulait vraiment dire de toute l'enceinte du palais. Le prince Kiro répliqua en demandant si cela poserait un problème. Nouren répondit que cela ne poserait aucun problème, puis disait à ses soldats qu'ils avaient entendu les ordres et qu'ils voulaient que chaque brique du palais soit inspectée avant le coucher du soleil. Ils acquiescèrent et se séparèrent pour se mettre à la tâche. La princesse Clove se rapprocha de Kiro, lui toucha le bras et le remerciait, disant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il leur permette de rester. Elle ajoutait que son Altesse avait fait preuve de beaucoup de générosité. Il rougit et lui rappelait qu'elle était censée étudier des parchemins. Elle répondit qu'elle allait s'y atteler, mais le prince lui rappelait qu'il n'en avait pas l'impression. Au loin, la princesse Caris les observait et riait, se disant que c'était reparti pour les jeunes mariés. Plus tard, le capitaine Nouren discutait avec le capitaine de la garde royale, qui lui expliquait que l'ordre d'inspecter toute la cour du palais était ce qu'on appelait chez eux une punition. Il disait à Nouren qu'il ne pouvait rien rétorquer et que, si le dragon pourpre le voulait dans les parages, il ferait mieux de s'habituer à être entassé dans ce palais avec lui et les autres gardes. Il demanda au capitaine pourquoi il ne se joindrait pas à eux pour aller boire un verre, ajoutant que tous les hommes avaient soif après une longue journée de travail. Il reconnaissait que les demandes du prince pouvaient être pénibles, mais assurait qu'il s'y habituerait avec le temps. En se rapprochant de la porte, il aperçut le prince Kiro qui les attendait. Le capitaine de la garde royale s'adressa au prince le saluant et en lui disant qu'il ne l'avait pas entendu arriver. Le prince répondit que lui et ses hommes avaient fait un excellent travail et qu'il souhaitait s'entretenir avec l'un d'eux, si cela ne le dérangeait pas. Le capitaine Nouren ainsi que le lieutenant Aaron furent surpris d'entendre cela. Mais ils voulaient en fait discuter avec le lieutenant Aaron. Plus tard, la princesse Caris était cachée derrière un pilier, espionnant le capitaine Nouren en conversation avec le capitaine de la garde pourpre. Une servante, qui l'avait surprise, lui demandait ce qu'elle faisait et si elle ne voyait pas que le soleil était en train de se coucher. Elle lui rappelait que ce n'était pas approprié pour une femme, encore moins pour une princesse, d'être vue ainsi. La princesse Caris répondit qu'il n'était pas si tard et qu'elle songeait à faire une petite promenade le soir de toute façon. La servante insista, rappelant à la princesse qu'elle aurait une journée très chargée le lendemain et qu'elle devait se reposer. La princesse Caris disait qu'elle s'était déjà assez reposée et que quelques minutes de plus à espionner le capitaine ne lui ferait pas de mal. La princesse Clove, passant par là, vit la princesse Caris et l'appelait par son prénom. Surprise, Caris se retournait et se rendit compte qu'il ne s'agissait que de Clove. Elle lui disait qu'elle venait de lui faire peur. La princesse Clove demandait si tout allait bien. Caris répondit affirmativement. Elle était enjouée, mais elle ne put s'empêcher de remarquer les parchemins de la famille royale que Clove portait et demandait si c'était le prince, son mari, qui souhaitait qu'elle transporte ses rouleaux toute la journée. La princesse Clove lui expliquait qu'elle était en fait à la recherche du prince parce qu'elle n'était pas sûre de comprendre tout ce qui était écrit dans ses manuscrits et elle espérait que son Altesse pourrait éclairer sa lanterne. La princesse Caris souriait et se moquait gentiment de Clove, disant qu'elle avait besoin d'une bonne raison pour rendre visite à son époux. La princesse Clove rougit aussitôt puis répondit qu'elle voulait seulement en apprendre plus sur les dragons. La princesse Caris continuait de la taquiner en disant qu'elle aurait bien pu lui demander à elle, mais elle supposait que cela compromettrait son objectif d'aller voir le prince. Elle continuait de parler quand le capitaine Nouren les interrompit, remarquant leur présence. La princesse Clove, heureuse de le voir, lui disait qu'elle n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé le matin. Elle disait qu'elle était reconnaissante que lui et ses hommes puissent rester, même si elle aurait espéré que son Altesse soit un peu plus indulgent. Nouren avait l'air exténué.
Il répondit qu'il avait connu des jours meilleurs, puis regardait la princesse Caris et disait qu'il s'habituait déjà à recevoir des ordres venant d'un dragon pourpre. La princesse Clove exprima sa satisfaction d'apprendre qu'il comptait entretenir de bonnes relations avec son époux le prince et lui demandait pourquoi le lieutenant Aaron n'était pas avec lui. Elle pensait qu'ils seraient tous de retour en même temps. Le capitaine ne savait pas quoi répondre, ce qui éveilla les soupçons de Clove. Pendant ce temps, le prince discutait avec le lieutenant Aaron. Il lui demandait s'il ne trouvait pas étrange qu'ils se côtoient depuis un certain temps, mais se connaissent à peine en dehors de leurs quelques rencontres. Sachant qu'il était peu probable qu'ils se séparent de si tôt, il imaginait que c'était le bon moment pour mieux se connaître. Il ordonnait à Aaron de le regarder pendant qu'il parlait, le traitant de chien. Le lieutenant, d'un ton sarcastique, demandait au prince s'il préférait qu'il se mette à genoux et aboie comme un chien. Le prince répondit que cela ne serait pas nécessaire. Il lui demanda s'il ne pensait pas que le capitaine avait raison ce matin. Il disait qu'en ces temps de guerre, perdre des gardes compétents serait imprudent pour un prince, et laisser sa nouvelle épouse sans visage familier serait cruel venant de sa part. Il espérait ne pas regretter cette décision. Le lieutenant lui demandait ce qui pouvait causer un tel grief. Le prince souriait et lui expliquait que la différence entre lui et le capitaine résidait dans leurs croyances respectives. Il disait que le capitaine savait ce que signifiait être soldat et connaissait également sa place, ce qu'il ne pouvait pas dire du lieutenant Aaron. Il le questionnait sur quel genre d'homme hésiterait quand son devoir était remis en cause, à moins que ce ne soit pas son devoir qui le préoccupait. Peut-être que c'était sa fierté qui avait été blessée à l'idée que la princesse soit avec un autre homme. Le prince ajoutait qu'il avait remarqué la façon dont le lieutenant regardait la princesse, le désespoir qu'il ressentait quand elle était blessée dans ses bras. Il savait qu'Aaron était amoureux d'elle. Kiro continuait en disant qu'il ne pouvait imaginer combien cela avait dû être difficile pour lui, ce qui soulevait la question de pourquoi il avait insisté pour rester alors qu'il avait l'occasion de partir. Le lieutenant lui répondit qu'il était prêt à partir. Il avouait qu'il se souciait vraiment de la princesse, bien plus que d'autres. Il avait pensé que partir rendrait les choses plus faciles. Mais peu importait ses sentiments, c'était elle-même qui avait choisi le prince. Il lui faisait confiance et croyait en ses capacités à mettre fin à la guerre. C'était quelque chose qu'il avait décidé d'accepter et il n'avait aucune intention de s'y opposer. Il ajoutait que lorsqu'il s'était dressé devant lui ce matin, il avait réalisé que négliger ses devoirs pour ménager ses sentiments ferait de lui un égoïste et mettrait en danger la vie de ceux qu'il chérissait, et que c'était parce qu'il se souciait de la sécurité de la princesse qu'il ne pouvait pas se résoudre à la quitter. Le prince disait au lieutenant Aaron que s'il se souciait de la sécurité de la princesse, il pouvait compter sur son capitaine, qui s'était montré beaucoup plus fiable que lui. Il ajoutait qu'il ne croyait pas que les intentions du lieutenant soient les mêmes que celles des autres soldats. Le lieutenant Aaron expliquait au prince que le capitaine Nouren pensait qu'il devait encore faire attention aux assassins, mais que lui nourrissait d'autres craintes à ce sujet. Le prince lui disait qu'il avait un sacré culot de lui parler de la sorte. Il demandait au lieutenant s'il pensait qu'il allait blesser la princesse après l'avoir sauvée. Le lieutenant Aaron répondit qu'il voulait seulement dire qu'il n'avait pas encore réussi à retrouver les responsables. Il demanda au prince s'il avait envisagé que d'autres personnes pourraient être impliquées. Il lui disait qu'il était tellement arrogant qu'il ignorait les paroles des autres ou s'il était simplement paranoïaque au point de se méfier de la vérité qui était exposée devant lui. Furieux, le prince lui ordonna de surveiller son langage, mais le lieutenant Aaron continuait lui disant qu'il aurait pu facilement le renvoyer du palais s'il ne supportait pas sa présence. Pourtant, il avait décidé de l'interroger sans autre raison que ses propres angoisses. Pourquoi il ne concentrait pas plutôt sur le grand maréchal qui surveillait les dragons depuis bien avant sa naissance? Le prince, en colère, attrapa le lieutenant par le col et le poussa contre le pilier, utilisant son pouvoir pour l'intimider. Il exigeait de savoir ce que le grand maréchal lui avait dit. Il exerça une pression pour que le lieutenant réponde, mais le relâcha en remarquant la princesse Clove approcher. Elle les regarda tous les deux puis salua le lieutenant, demandant au prince s'il allait bien et qu'elle avait entendu des cris.
Le lieutenant Aaron prenait la parole et expliquait à la princesse qu'il informait simplement son Altesse des risques potentiels autour du palais. Il demandait alors la permission de prendre congé et s'excusa auprès de la princesse avant de se retirer. La princesse questionna le prince sur ce qui venait de se passer, insistant pour savoir. Le prince lui répondit que cela ne la concernait pas et qu'elle devait se contenter de mémoriser ses parchemins. La princesse lui confiait que c'était justement la raison de sa présence et lui demandait s'il pouvait l'aider à éclaircir quelques points. Il accepta volontiers et l'accompagnait. Pendant qu'il s'éloignait, le prince lança un regard froid au lieutenant Aaron, qui faisait de même. La princesse ne pouvait s'empêcher de remarquer la forte tension entre eux.